Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte à Bruxelles, bienvenue dans la bulle européenne. Je m'appelle Lucille Bréau, je suis responsable éditoriale de notre bureau ici dans la capitale de l'Union et je vous accueille pour ce live spécial consacré aux auditions des commissaires européens. Un live comme d'habitude au cœur de notre rédaction. Notre rédaction, vous le savez à présent, c'est la plus importante rédaction francophone de Bruxelles. Ici, 17 journalistes travaillent tous les jours d'arrache-pied pour vous proposer le meilleur décryptage des politiques publiques européennes. Notre regard, notre obsession, comme toujours, vous proposer au quotidien l'information la plus utile possible. Alors ce format, c'est d'abord le vôtre au programme. 45 minutes d'échange pour poser dans le détail les enjeux de ces auditions, des auditions étalées d'aujourd'hui à mardi prochain. Ces enjeux décryptés par nos journalistes, 45 minutes pour tenter de répondre à plusieurs questions. Comment vont-elles se dérouler? Comment les commissaires les ont préparées? À quelles questions doivent-ils s'attendre? Quelles sont celles à ne pas manquer? Les points chauds, ces questions, mais aussi, bien sûr, les vôtres en direct. Alors allez-y, j'attends vos questions dès à présent dans le chat. Avec nous aujourd'hui pour plonger dans ce nouveau collège, 3 de nos journalistes, ils sont avec nous, ils vont tous les 3 couvrir cette séquence pour leurs éditions respectives. Simon Carreau d'abord, bonjour Simon. Bonjour. Tu es journaliste pour notre édition Pouvoir à Bruxelles, celle qui traite de l'évolution des rapports de force politique en Europe, de la vie des institutions, de l'influence de la France à Bruxelles. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Simon ? Moi, je propose de vous parler du déroulé des auditions à surveiller et du contexte politique dans lequel se déroulent ces auditions, puisque le Parlement est un peu en ébullition depuis le début du mandat, avec le PPE qui cherche sa majorité et ce qui met sous tension les autres principaux groupes politiques. Merci beaucoup, Simon. Avec nous également Damien Génicaud. Bonjour, Damien. Bonjour Lucille, bonjour tout le monde. Damien, tu es journaliste pour notre édition Énergie ici à Bruxelles, celle qui traite de tout ce qui a trait à la décarbonation de l'économie dans l'UE, avec l'enjeu de rester toujours évidemment compétitif, mais aussi des prix d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement et bien plus encore. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Damien ? Alors moi, je propose de vous parler du commissaire désigné à l'énergie, Dan Jorgensen. On parlera également de l'audition de Teresa Ribera, la vice-présidente exécutive qui sera chargée de la transition propre, juste et compétitive. On verra quels sont les points chauds qui seront abordés lors de son audition, sur quel sujet elle est attendue au tournant, notamment par le PPE. Voilà, Dan Jorgensen qui sera auditionné donc demain à partir de 14h30 et Teresa Ribera, il faudra attendre un petit peu. Teresa Ribera, ce sera mardi 12 novembre en fin de journée. Je ne sais plus, Damien, j'ai un petit doute. Teresa Ribera, c'est le 12 en soirée. En soirée, voilà. Et avec nous, enfin, Guénaël Pépin, journaliste pour nos éditions Tech et Médias. De quoi vas-tu nous parler ce matin, Guénaël ? Bonjour, je vais vous parler du portefeuille de Thierry Breton qui a été éclaté entre plein de commissaires. D'abord, les vice-présidentes exécutives chargées de la sécurité et de la souveraineté numérique, la finlandaise Enna Virkkunen, et plein d'autres commissaires. Quelle aura sa responsabilité ou pas? On va voir ça. Merci beaucoup Guénaël, et tout cela évidemment assaisonné d'un question-réponse interactif. C'est l'objectif de ce live, qu'il soit le plus interactif possible pour répondre à toutes vos questions. Alors je le redis encore, on attend vos questions en direct dans le chat. C'est parti donc pour 45 minutes qui vous sont dédiées. On commence ce live par un gros point sur le calendrier de la séquence qui s'ouvre donc à partir d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, 26 auditions de 3 heures réparties sur 5 jours en tout. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, cette semaine. Et cerise sur le gâteau, ce sera mardi prochain, le 12 novembre, avec les auditions des 6 vice-présidents exécutifs le même jour, dont le français Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné qui sera auditionné de 14h30 à 17h30 dans une semaine par 4 commissions tout de même du Parlement. Les premiers à ouvrir le bal tout à l'heure à 14h30, Maroš Šefčovič, le Slovaque proposé pour le portefeuille du commerce et de la sécurité économique, et le Maltais Glen Mikalev, commissaire notamment à la culture, qui intéresse
entre autres l'édition média que représente aujourd'hui Guénaël Pépin. Les commissaires à l'énergie et à l'environnement, on vient de le dire, Dan Jorgensen et Jessica Roswald seront auditionnés demain. Les commissaires au budget et aux affaires économiques, ce sera pour jeudi en début d'après-midi. Si vous voulez vous replonger dans leur profil, découvrir ces personnalités, n'hésitez pas à regarder de nouveau notre trombinoscope enrichi de la deuxième commission van der Leyen. Le lien est dans le chat grâce à Samuel qui nous assiste dans ce contexte live et qui nous flèche vos questions en direct. Voilà pour le décor, il est planté. Alors on plonge sans attendre dans l'analyse avec vos questions toujours bienvenues. Je vois qu'elles commencent à arriver dans le chat. Simon, je commence en me tournant vers toi. Alors on va continuer de planter le décor. 2 constats avant évidemment de prendre vos questions. Le premier, cet exercice de l'audition devant les eurodéputés, ce fameux grand oral, eh bien il n'a rien d'une formalité, Simon. Oui, absolument. C'est pas du tout une formalité, au moins depuis 20 ans, puisque les commissaires ont commencé à être rejetés depuis 2004. Pour ceux qui s'en souviennent, l'exemple récent dont on se souvient le plus, sans doute chez les lecteurs de contexte, c'est celui de Sylvie Goulard, la candidate française qui a été retoquée en 2019, ce qui a prouvé à l'époque qu'on pouvait retoquer la candidate d'un grand État membre. Si c'est pas une formalité, perso, je vois 3 raisons. La première, c'est que certains candidats peuvent paraître problématiques, soit parce que ils ont un passé sulfureux, parce qu'ils sont pris dans des affaires judiciaires, par exemple. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans ces auditions, il peut y avoir un jeu de représailles croisées, c'est-à-dire que, par exemple, si tel candidat de la famille politique A tombe, la famille politique A peut déclencher une riposte en faisant tomber un candidat de la famille politique B. C'est le genre de choses qui peut se produire. Et de façon plus méta, peut-être, la troisième raison pour laquelle c'est pas une formalité, c'est que ces auditions, cette séquence, c'est le moment dans le cycle institutionnel bruxellois où le Parlement a le plus de pouvoir, a le plus de levier, puisqu'il peut il peut ne pas accepter la commission, donc c'est le moment où il peut obtenir des choses de la commission. Donc le Parlement a absolument aucun intérêt à donner l'impression que c'est une formalité. Donc voilà 3 raisons pour lesquelles il faut évidemment les suivre. Est-ce que tu as un exemple de ce jeu de représailles croisées dont tu nous parles aujourd'hui? On le sait, hein, on a une commission qui est largement composée de commissaires PPE. Est-ce qu'on peut imaginer une bagarre entre les commissaires PPE, en tout cas le PPE et les SND dans le cadre qu'on évoque? A priori, le mood général au Parlement européen, c'est de penser que à peu près tout le monde va passer, peut-être à une ou 2 exceptions près, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Entre le PPE et les sociaux-démocrates, s'il n'y a pas de grain de sable qui vient perturber la machine, peut-être qu'il se passera rien. S'il y a des candidats à regarder, enfin s'il y a des auditions à regarder plus précisément, c'est peut-être celle de Raffaele Fitto, qui est proposé pour un poste de vice-président de la Commission européenne. Alors on va peut-être rappeler qui est Raffaele Fitto, c'est le candidat commissaire désigné italien. Oui, donc qui est proposé pour un poste de vice-président de la Commission européenne à la cohésion et aux réformes. Il se trouve que c'est un proche de Giorgia Meloni, il se trouve qu'il représente le groupe des conservateurs et réformistes européens, un groupe qui inclut des partis d'extrême droite. Donc la tentation existe chez les groupes de gauche et chez Renew, les centristes, de faire trébucher Raffaele Fitto. Le PPE, pour sa part, veut le maintenir à son poste. Donc, faut voir comment il se débrouillera. Le deuxième candidat, peut-être qu'on regardera avec beaucoup d'attention, c'est le Hongrois Oliver Várhelyi, qui est considéré comme un proche de Orbán et qui, à ce titre, pourrait être fragilisé par un certain nombre de familles politiques, y compris le PPE, qui ont une piètre image de Oliver Várhelyi. Oliver Várhelyi, on le rappelle, hein, qui est proposé à la santé et au bien-être animal et qui sera auditionné mercredi en fin de journée aux alentours de 18h30. Absolument. Donc ça, c'est les 2 candidats qui paraissent a priori les plus fragiles, mais on n'est vraiment pas à l'abri d'une surprise.
à l'heure qu'il est, je peux absolument pas vous dire qui passera ou qui ne passera pas. Alors Simon, comment les commissaires se sont préparés à ces auditions? On a longuement suivi cette phase de préparation qui les a occupés pendant quasiment un mois. Ils ont dû franchir plusieurs haies, entre autres déclarations d'intérêt, questions écrites, beaucoup de haies à franchir avant de se retrouver face à tous ces eurodéputés. La préparation des commissaires, en fait, elle revêt deux aspects, un aspect technique et un aspect politique. L'aspect technique consiste à se plonger dans les dossiers pour les commissaires. Souvent, c'est des dossiers qu'ils découvrent. Par exemple, le commissaire autrichien qui s'occupera des questions de migration, notamment, c'était le ministre des Finances autrichien. Donc, pour lui, c'est un dossier qu'il découvre. Donc, ils doivent se plonger dans les dossiers en lisant des notes. Ils ont beaucoup rencontré chacun les personnels des DG dont ils ont la charge. Par exemple, Stéphane Séjourné a passé beaucoup de temps avec le personnel de la DG Gros, c'est-à-dire la Direction Générale des Entreprises. Donc ça, c'est pour le volet technique. Il y a aussi un volet politique qui consiste à essayer de séduire un peu en amont les eurodéputés. Donc chacun des commissaires a multiplié les rencontres avec les députés. En général, plutôt les députés des commissions qui les auditionneront. Plutôt les coordinateurs, c'est-à-dire les chefs de file sur un dossier de chaque famille politique, les députés les plus influents. Certains ont passé des heures, voire des dizaines d'heures en réunion au Parlement européen depuis un mois. Alors une audition, on le rappelle, ça dure 3 heures par commissaire. Je vais prendre une question de Christian qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur le process de validation ou non d'un candidat commissaire. Christian nous demande si un candidat commissaire devait être retoqué, cela rebat-il les cartes pour tous les autres, quand bien même accepté? Faut-il tout recommencer à zéro? Ça nous permet aussi peut-être de réexpliquer le rôle des coordinateurs, Simon, dans ce moment précis. Qui décide à la fin de faire passer ou non un commissaire? Ceux qui prennent la décision, enfin qui se concertent, ce sont donc les coordinateurs de chaque famille politique dans une commission. Prenons par exemple la commission de l'environnement. Dans la commission de l'environnement, chaque famille politique a un chef de file, celui qui mène les travaux dans cette commission pour cette famille politique-là. Par exemple, il y a un coordinateur PPE dans la commission de l'environnement, un coordinateur SND, Renew, etc. Donc ce sont ces gens-là qui, après chaque audition, vont se réunir entre eux pour décider de l'avis qu'ils donneront. Pour répondre à la question, d'abord une petite précision, les eurodéputés peuvent rendre des évaluations qui sont positives ou négatives. Mais si les évaluations sont négatives, ce n'est qu'une évaluation. Ensuite, c'est la pratique politique veut que ces candidats soient ensuite renouvelés, mais ce n'est qu'une évaluation. La question exacte, c'était... La question de Christian, je vais la reprendre pour toi. Ouais. Est-ce que si un commissaire est retoqué, cela rabat les cartes pour tous les autres, par Non. exemple, si l'aventure, ça devait arriver? Donc non. Par exemple, s'il a un commissaire, si par exemple Fito, qui est auditionné le dernier jour, est retoqué, ça n'a aucune incidence sur tous les commissaires qui sont passés avant. Simplement, l'Italie devra proposer un nouveau candidat. Ce qui peut se passer dans le cas de Fito, par exemple, il est auditionné le dernier jour le matin, ça peut avoir une incidence sur les candidats qui sont auditionnés l'après-midi, par exemple Teresa Ribera qui appartient à la famille des sociodémocrates, pour des raisons politiques. Mais ça remet pas la procédure à zéro. Eh ben, c'est très clair, pas de procédure remise à zéro. On a beaucoup de questions qui commencent à nous arriver, entre autres sur Teresa Ribera. On va laisser Damien répondre un tout petit peu plus tard. On a des questions aussi sur le portefeuille de Stéphane Séjourné. Alors Stéphane Séjourné, vous le savez, qui sera auditionné aussi le 12 novembre, si, absolument, le 12 novembre. Caroline nous demande s'il va reprendre le projet de règlement sur la lutte contre les retards de paiement et sa position sur la réduction des délais de paiement. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à cette question, si c'est quelque chose qu'il a évoqué lors de ses questions écrites, éventuellement. Je vais peut-être laisser Simon répondre par oui ou par non. Ou alors c'est un dossier que je ne suis pas précisément, voilà. Donc j'aurais peur de dire des bêtises.
Voilà, donc on va pas pouvoir répondre à ce stade à Caroline, mais on vous invite à lire Contexte évidemment et à suivre, pourquoi pas, l'audition de Stéphane Séjourné. Donc, Stéphane Séjourné, on vient de le dire, hein, c'est le nouveau commissaire français. Ça ne vous aura pas échappé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les questions des eurodéputés risquent d'être assez aussi dodues que son portefeuille. Il va devoir piloter, entre autres, un super fonds, Simon, un super fonds dédié à la compétitivité de l'Union et prendre part à la naissance, pourquoi pas, du Clean Industrial Act. Oui. Quelle est la question? La question, c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce super fonds dédié à la compétitivité de l'Union? Oui, je peux vous en dire plus sur les projets, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Donc l'idée de la Commission européenne, pour l'instant, c'est de fondre un certain nombre de fonds disparates en un seul fonds, un fonds très large, qui s'appellerait le fonds de compétitivité. Pour la Commission européenne, selon ses plans, ça permettrait d'être plus souple, c'est-à-dire en fonction des priorités qui apparaissent, de facilement redispatcher une enveloppe d'un endroit à l'autre. Ça simplifierait aussi les choses sur le plan administratif. Donc c'est effectivement Stéphane Séjourné qui est censé le piloter. Mais c'est un fonds qui n'existe pas encore et on ignore pour l'instant quelle sera sa taille exacte. Donc on espère que son audition nous permettra d'y voir un tout petit peu plus clair. Alors peut-être pas, parce que sur les questions budgétaires, ce à quoi on s'attend, c'est que les commissaires seront très prudents. On peut s'attendre à ce qu'ils ne donnent pas de chiffres, par exemple. Si vous lisez Contexte régulièrement, vous avez peut-être vu qu'on a publié un certain nombre de dossiers préparatoires sur lesquels se sont appuyés les candidats. Ces dossiers montrent que la commission a demandé aux commissaires désignés de rester très prudents, voire de ne pas répondre aux questions sur le budget. Parce que le budget sera présenté par la commission. Le prochain budget pluriannuel qui commencera en 2028 sera présenté par la commission l'an prochain et ensuite sera négocié par les États membres en 2026-2027. Donc les commissaires ont pour consigne de ne pas parler de budget. Donc Stéphane Séjourné pourra donner des éléments sur l'architecture éventuellement du fonds de compétitivité. On peut s'attendre à ce qu'il aille pas très loin dans les détails. Alors justement, tu vas suivre, Simon, également l'audition du commissaire au budget, Piotr Séraphin. Il va quand même être obligé d'en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de son audition et peut-être de celle de Valdis Dombrovskis aussi, le commissaire aux affaires économiques, qui va avoir fort à faire avec la France dans les mois à venir? Alors, par principe, l'audition du commissaire au budget, le Polonais Piotr Séraphin, sera intéressante, puisque le budget sera l'un des sujets clés du prochain mandat, avec, comme je le disais, la négociation du prochain cadre financier pluriannuel, un gros morceau pour la couverture de Contexte. Séraphin a commencé à donner, dans ses réponses écrites au commissaire, un certain nombre d'éléments sur ce qu'il comptait faire, et en fait, il reprend à son compte des idées qui flottent déjà dans l'air depuis un petit moment, sur une refonte complète de l'architecture du budget européen. On a déjà entendu un certain nombre de choses là-dessus. Je ne sais pas si Piotr Séraphin en dira beaucoup plus. Surtout que cette refonte, pour l'instant, inquiète les parlementaires, les députés. Donc peut-être que son travail consistera plutôt à essayer de rassurer les députés plutôt que leur donner de nouveaux éléments. Sur la taille du prochain budget, là encore, je pense qu'il sera très évasif parce que politiquement, il n'a pas encore les éléments qui permettent de répondre. Sur l'audition de Dombrovskis, le laiton, elle sera intéressante côté français notamment parce que c'est lui qui sera chargé des négociations budgétaires avec les États membres, les États, particulièrement les États qui dérapent un peu sur les finances publiques. Ce qui est un peu le cas de la France en ce moment, ça ne vous aura pas échappé. Une dernière question peut-être de Raphaël. Faut-il s'attendre, Simon, durant les auditions, à de gros changements par rapport aux questions-réponses écrites? En gros, est-ce qu'on s'attend à des scoops, des annonces, un changement de braquet par rapport à ce lot de questions-réponses écrites qui était quand même assez conséquent en termes de contenu? Alors, on a eu les réponses écrites effectivement qui sont plutôt détaillé, ça doit faire une quinzaine de pages par commissaire, en police de caractère assez petite. Ça s'ajoute notamment aux lettres de mission qu'ont reçues chaque commissaire, qui ont été rendues publiques. Donc pour chaque commissaire, on a un certain nombre d'éléments qui sont déjà sur la table.
Donc il ne faut pas s'attendre à des surprises majeures pendant les auditions. On peut avoir une précision sur tel ou tel dossier, mais on n'aura pas d'annonce très forte, probablement. C'est pas à ce moment-là que ça viendra. Merci beaucoup Simon. Et pour aller encore plus loin, je vous recommande deux articles de Contexte Pouvoir signés par Simon Carreau, ici présent, et Sophie Dupuis, avec sa nouvelle équipe. Ursula von der Leyen s'efforce d'abolir les citadelles. Le lien est dans le chat. Et le tout récent du jour, publié chez Contexte Pouvoir, les auditions stress test de la majorité au Parlement européen, pour aller un petit peu plus loin sur ces équilibres politiques et comment ces auditions pourraient ou non rebattre les cartes. Merci beaucoup Simon, tu restes avec nous bien sûr, journaliste Pouvoir à Bruxelles. N'hésite pas à intervenir dans la suite de ce live. Je me tourne à présent vers Damien Génicaud, journaliste Contexte Énergie à Bruxelles. Même exercice que pour Simon. Deux constats avant de prendre vos questions. Alors, pour piloter les politiques énergie climat, il faut compter non pas sur un cette fois, mais trois commissaires, Dan Jorgensen, Wopke Hoekstra et Teresa Ribera. Jorgensen, le commissaire à l'énergie, on l'a dit, sera auditionné demain. Vous avez enquêté sur ses méthodes de travail avec tes consoeurs, Anna Hubert et Isabelle Smet. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Quels sont les points de vigilance pour son audition demain, Damien? Alors déjà, on peut dire de lui que c'est un socialiste danois, c'est toujours bien de le rappeler. Il a 49 ans, il connaît bien les sujets énergie-climat, c'est pour ces sujets-là qu'il s'est lancé en politique d'ailleurs. Il a été ministre à la fois de l'énergie et du climat au Danemark. Ça l'a notamment conduit à négocier la révision de la directive efficacité énergétique, la révision de la directive énergie renouvelable ou encore les mesures d'urgence qui ont été prises au niveau européen pendant la crise de l'énergie. Il connaît également très bien les institutions européennes. Il a été pendant 9 ans eurodéputé. Il a notamment été vice-président de la Commission de l'environnement du Parlement et il était le chef de la délégation socialiste danoise. Donc, ça va être dur de l'attaquer sur la maîtrise de ces sujets. On peut dire de lui aussi que c'est un ambitieux en termes d'objectifs climatiques. Il a été le chef d'orchestre de l'objectif danois de réduction des émissions à l'horizon 2030, moins 70%. En comparaison, l'objectif européen est fixé à moins 55% à l'horizon 2030. On peut donc se demander si, pour la droite, il n'est pas trop ambitieux sur les questions climatiques. Et alors, on peut s'attendre à des questions sur le nucléaire. Lorsqu'il était ministre de l'énergie au Danemark, il s'est opposé plusieurs fois au nucléaire, notamment à son inclusion dans la taxonomie de l'Union européenne. Pour rappel, la taxonomie, c'est une classification des activités considérées comme durables. Merci beaucoup Damien. Tu vas aussi suivre l'audition de Teresa Ribera, la nouvelle vice-présidente exécutive en charge, attention, de la transition juste, propre et compétitive. Bon, alors c'est la tête d'affiche clairement des socialistes, pardon. Quels sont les points d'attention, Damien, en ce qui concerne Teresa Ribera? Comme pour Dan Jorgensen, ça va être difficile de l'attaquer sur sa maîtrise des dossiers énergie-climat. Elle a une vingtaine d'années d'expérience sur ces sujets. Elle a été ministre de la transition écologique en Espagne. Par contre, elle a moins d'expérience sur le droit de la concurrence parce qu'elle est donc vice-présidente, comme tu l'as dit, pour la transition juste, propre et compétitive. Et elle est responsable de la DG de la concurrence de la Commission. Donc, elle pourrait être interrogée sur cet aspect-là de son portefeuille. On peut s'attendre également à ce qu'elle soit interrogée sur la question du nucléaire. Comme Dan Jorgensen, elle a pris position contre l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie. Elle s'est opposée également à plusieurs reprises à la France sur certains dossiers, notamment lors de la révision de la directive énergie renouvelable concernant le nucléaire. On peut craindre que des débats nationaux, donc des débats espagnols, viennent parasiter également son audition. Elle a pris certaines décisions qui sont très critiquées par la droite en Espagne. Je pense notamment au plafonnement du prix du gaz. Et comme Simon l'a déjà mentionné, son sort est en quelque sorte lié à celui de Raffaele Fitto, l'Italien. S'il devait être recalé par les groupes de gauche, on peut imaginer que les groupes de droite, en représailles, décident de recaler Ribera. Sachant qu'on peut préciser peut-être un élément de calendrier, Raffaele Fitto, il sera auditionné le 12 novembre au matin, donc aux alentours de 9h jusqu'à midi. Et Teresa Ribera, elle intervient en tout bout de course, 18h30, 21h30 le 12 novembre, donc effectivement avec cette possibilité de représailles. Voilà.
Merci beaucoup, Damien. On a plusieurs questions qui recoupent un sujet qu'on avait pas mal évoqué avec Anna Hubert lors de notre dernier live consacré à la présentation du Collège des commissaires. On avait parlé de ce fameux pacte pour une industrie propre, attendu évidemment dans les 100 premiers jours du mandat. Question de Léonie et de Colline, entre autres. Colline nous demande par exemple, est-ce que les auditions permettront d'avoir un aperçu des modalités énergie du Clean Industrial Deal et quelle sera la proportion de la discussion sur les mission statements des commissaires lors des auditions. Question de Léonie aussi que je vais retrouver en même temps que je vous parle. Voilà, les auditions vont-elles permettre de comprendre mieux l'articulation entre le Circular Economy Act et le Clean Industrial Deal? Évidemment, on attend un peu plus de précision, Damien, mais est-ce qu'on saura tout à cette occasion? Alors sur le Circular Economy Act, c'est pas un sujet que je suis, donc là j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est mes collègues environnement qui auront la réponse. Dans les réponses écrites, en tout cas de Teresa Ribera, elle ne donne pas énormément d'informations sur le pacte pour une industrie propre. On sait qu'il y aura, que ce sera normalement une communication, il y aura des actions pour soutenir les énergies renouvelables. L'idée, c'est aussi de stimuler la création de marchés pilotes en matière de production décarbonée et permettre un accès à un financement précoce pour déployer les technologies bas carbone. Ce qu'on sait également, c'est que le pacte pour une industrie propre inclura du législatif, puisqu'il inclura une loi sur l'accélération de la décarbonation industrielle, qui devra être chapeautée par Stéphane Séjourné, mais Wopke Hoekstra, donc le commissaire à l'action climatique, travaillera également dessus. L'idée, en gros, de cette loi, c'est d'accélérer la décarbonation des industries fortement consommatrices d'énergie. Alors toi aussi, Damien, tu as épluché évidemment les questions écrites préparées par les commissions qui vont auditionner les commissaires. Qu'est-ce qu'elles disent de Dan Jorgensen et de ce qu'il attend? Qu'est-ce que ces réponses disent de la manière dont il entend, lui, prendre en charge son portefeuille de l'énergie? Alors, on apprend il y a quand même quelques nouveautés dans ses réponses écrites, quelques informations en plus de sa lettre de mission. Sur le plan pour l'électrification, là, il y a pas de nouvelles informations. Par contre, sur le plan d'action pour des prix de l'énergie abordables, on apprend qu'il sera présenté dans les 100 premiers jours de la nouvelle commission. Ces réponses écrites laissent aussi entendre qu'il ne compte pas faire de révision d'ampleur du fonctionnement des marchés de l'énergie. Il y a eu une révision au cours du dernier mandat du marché de l'électricité européen. Donc, normalement, on ne s'oriente pas vers une révision d'ampleur, une nouvelle révision d'ampleur. Il doit aussi travailler, selon sa feuille de route, selon sa feuille de mission, pardon, à établir une feuille de route pour sortir des énergies russes. Et on apprend dans ses réponses écrites qu'il compte l'élargir au nucléaire, donc c'est-à-dire aux importations d'uranium depuis la Russie. Dans ses réponses écrites, il dit également qu'il compte revoir le règlement gouvernance datant de 2018. Donc c'est un règlement qui fixe le cadre pour ce que les États doivent inclure dans leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat. Et alors, il évoque également aussi la possibilité de simplifier les sous-objectifs liés au secteur de l'énergie. Donc, il y a en plus des grands objectifs climatiques, il y a également des sous-objectifs spécifiques à l'énergie. Par exemple, un objectif d'efficacité énergétique pour le secteur public, un objectif de consommation d'hydrogène renouvelable de l'industrie, ce genre de choses. Donc là, il y aura peut-être quelque chose qui va être fait pour simplifier ces sous-objectifs. Merci beaucoup, Damien. Alors, j'ai d'autres questions qui commencent à arriver dans le live. Les 100 jours pour agir. La question de Raphaël, sur le calendrier, les 100 jours pour agir évoqués par Ursula von der Leyen devraient débuter une fois le collège formellement installé. Pensez-vous crédible que le collège puisse être installé au 1er décembre? Alors, je vais peut-être rebondir et renvoyer la question à Simon qui est toujours avec nous. Est-ce qu'on sait quand le nouveau collège peut espérer commencer à travailler très concrètement, Simon? Je crois que Raphaël a plutôt raison, c'est-à-dire que le scénario le plus probable, c'est que les auditions se déroulent dans la première quinzaine de novembre.
Ensuite, je rappelle qu'il faut un vote de la plénière du Parlement européen sur l'ensemble du collège. On peut s'attendre à ce que ce vote ait lieu lors de la dernière plénière du mois de novembre, De qui aura mémoire, lieu. c'est le C'est 27 novembre. enfin, la plénière, c'est du 25 Mm. au 28 novembre. Le vote aurait lieu le 27 novembre, C'est ça. ce qui devrait permettre normalement au collège d'entrer en fonction le 1er décembre. Ça, c'est le scénario le plus probable. Encore une fois, on n'est jamais à l'abri de rien, enfin de rien. La procédure peut aussi déraper, la procédure des auditions, si tout se passe mal. Auquel cas, la procédure serait, enfin, le vote et l'entrée en fonction seraient reportés. Ah, peut-être début janvier, mais ça, l'avenir nous le dira. Je reviens à toi. Merci beaucoup, Simon. Je reviens à toi, Damien. On a évidemment un prisme franco-français, mais sur le nucléaire, est-ce que les nominations de Dan Jorgensen et de Teresa Ribera ont de quoi inquiéter justement notre pays, la France, dans la mesure où tu viens de l'évoquer sur ce sujet? Ils n'ont jamais été des farouches partisans du nucléaire jusqu'à présent. Est-ce qu'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin? Ça, on verra, mais c'est sûr que c'est une chose de s'opposer au nucléaire quand on est ministre au Danemark ou en Espagne. C'en est une autre de le faire quand on est commissaire européen ou vice-présidente de la Commission. Dans leur rôle européen, beaucoup s'attendent à ce qu'ils aient une approche plus pragmatique. Et on le voit en fait déjà, notamment dans les réponses écrites de Dan Jorgensen. Il parle d'une contribution considérable du nucléaire dans le mix électrique à l'horizon 2040. Il laisse même entendre que la Banque européenne de l'hydrogène pourrait être élargie à l'hydrogène issu du nucléaire. Par contre, il n'y a pas de mention d'un plan d'action pour le nucléaire comme le réclament la France et d'autres États membres, et encore moins d'un Nuclear Act. C'était une proposition notamment portée par Thierry Breton. En fait, leurs réponses écrites, elles sont assez conformes aux lettres de mission qui leur ont été assignées par Ursula von der Leyen et qui leur demandent de développer les petits réacteurs modulaires, donc les SMR. Merci beaucoup, Damien. Et donc, pour aller encore plus loin, je vous recommande 2 articles, 3 articles même de Contexte Énergie signés par toi-même, Anna Hubert et Isabelle Smet. Énergie Climat, qui va mener la barque vers où? Le lien s'affiche dans le chat grâce à Samuel. 2 portraits, celui de Teresa Ribera, la dame de verre, le portrait de la future vice-présidente exécutive par ceux qui l'ont côtoyée, et celui de Dan Jorgensen, donc ce social écolo branché, comme vous l'avez appelé chez Contexte Énergie, le portrait donc du commissaire désigné à l'énergie. Un autre portrait dans cette salle également disponible, celui de Piotr Sérafine, que je n'ai pas cité, celui du commissaire donc en charge du budget, dont on va vous mettre également le lien dans le chat. Merci Damien, tu restes avec nous, Damien Génico, journaliste énergie à Bruxelles. Et Guénaël, je me tourne vers toi. Enfin Guénaël, journaliste Contexte Média à Bruxelles. Pareil, 2 constats avant de commencer à balayer vos questions. Je vois que vous en aviez déjà posé pour Guénaël, on va s'en saisir évidemment. Premier constat, pour ceux qui suivent tes sujets, les sujets tech et médias, eh bien, il va falloir beaucoup lire Contexte dans les jours à venir parce que, tu l'as dit en introduction, le portefeuille de Thierry Breton a été explosé entre pas moins de 7 commissaires. Ouais, ce qui est rassurant là-dedans, c'est que Henna Virkkunen reste clairement la chef du numérique, surtout avec un poste de vice-présidence exécutive, donc elle aura une administration en direct, la très très puissante DG Connect qui est capable de dire aux autres DG, aux autres administrations de la commission que non, il ne faut rien faire et que on gère, voilà. Mais oui, c'est éclaté. Surtout, on a des superpositions claires entre commissaires, typiquement entre Henna Virkkunen et Kyle McGrath, commissaire à la justice, à la démocratie, sur le e-commerce ou sur le bouclier démocratique, ou on peut avoir des frottements aussi entre Henna Virkkunen et Stéphane Séjourné. Sur tout ce qui est industriel, même s'ils se répartissent les dossiers, la répartition sur le fond, en particulier de ce qui pourrait émerger pendant le mandat, est absolument pas claire sur ce qui est industrie numérique. Voilà. Ceci dit, quand on regarde dans le détail,
avec tout le jeu de coordonne, dirige tel dossier ou est responsable de ça ou a un œil dessus, on commence à voir la répartition de manière fine est quand même plus claire que les superpositions ne laissent penser au premier abord. Donc ça peut aller. Alors, ça va peut-être nous permettre de répondre à une autre question de Raphaël qui se demandait concurrence et numérique. Quelle est l'approche et l'appétence de Teresa Ribera sur ce sujet, notamment après le mandat de Madame Vestager? Est-ce qu'elle pourra se concentrer sur les enjeux de concurrence pure et laisser la dimension numérique à justement Ena Virkkunen, par exemple? Est-ce que c'est une piste? Est-ce qu'on peut répondre à Raphaël? Ou alors on n'a pas la réponse aujourd'hui? On peut avoir quelques éléments de réponse. Le premier, c'est que Ribera s'occupe strictement dans cette mission du droit de la concurrence et pas du DMA. Donc le DMA, donc Digital Markets Act, donc le règlement sur les marchés numériques, dont Vestager avait la charge. Donc aujourd'hui c'est Virkkunen. Donc là-dessus une séparation qui est faite. Ceci dit, Ribera, le droit de la concurrence, ça reste très numérique malgré tout. Donc, typiquement, quand on a un cas comme l'affaire Emile Grell et donc la capacité des autorités de la concurrence nationale de remonter des dossiers sous les seuils de contrôle des concurrences européens, de les remonter à la Commission, trouver une solution, ce sera l'une des missions de Ribera, et ça a beaucoup concerné le numérique. Et comment dire, le numérique ne polluait pas tant que ça, on va dire, la partie concurrence de Vestager, c'est-à-dire que dans son cabinet, il y avait au fond, elle avait un peu de cabinet. Elle avait, certes, la DG Comp s'occupait et s'occupera toujours beaucoup encore de numérique avec le DMA, mais la répartition, je pense pas que le numérique ait tant fait dévier Vestager à l'époque déjà de sa mission sur la concurrence. Merci beaucoup, Guénel. Tu nous parles depuis qu'on s'est retrouvé la Dena Virkkunen. Finalement, l'enjeu de son audition, c'est presque de la rencontrer, cette commissaire désignée finlandaise, parce qu'on sait assez peu de choses sur elle, malgré ce poste quand même conséquent de vice-présidente exécutive à la souveraineté technologique. C'est peut-être ça qui serait intéressant à suivre dans son audition. Exactement. Oui, on sait qu'elle est eurodéputée depuis 10 ans après une carrière en Finlande, qu'elle s'est beaucoup occupée, beaucoup intéressée aux plateformes dans son premier mandat, moins à son deuxième. Là, donc les 5 dernières années, elle était rapporteur pour avis sur le Digital Services Act, donc le règlement sur la régulation des contenus, mais elle n'a pas fait grand-chose, honnêtement. Donc ouais, on attend beaucoup de la connaître lors de son audition le 12 novembre, d'autant que les questions écrites, les réponses écrites qu'elle a fait au Parlement, globalement c'est déjà ce que la DG Connect, CDG en particulier, la DG Connect aurait pu écrire pour n'importe qui. Elle n'a pas encore mis sa patte sur son portefeuille, si je te traduis bien. Est-ce qu'on sait, Guénaël, comment ces fameux 7 commissaires sont censés travailler ensemble au quotidien? Alors, tu as commencé à l'aborder, ça se précise, mais c'est aussi un des enjeux, peut-être pas de ces auditions, mais des 100 jours qui vont suivre. Comment va se répartir l'effort entre ces 7 commissaires? Ouais. Déjà, alors... La Commission a donné quelques éléments au moment de la présentation du collège, à dire que les commissaires qui se superposent sur un dossier, en particulier sur les dossiers législatifs, au fond montraient des task force entre cabinets et ensuite entre les commissaires pour s'entendre. C'est un peu une réponse par défaut, donc on ne sait pas vraiment comment ça marchera, comment les rapports de force politique fonctionneront, parce qu'on pourrait aussi s'en retrouver, même si Ena Virkkunen est vice-présidente exécutive, a la main haute dans la hiérarchie, on peut se retrouver aussi avec des commissaires à la Thierry Breton qui ne reconnaissent pas de hiérarchie dans le collège, et donc de dire que au fond
sur les dossiers de superposition comme le bouclier démocratique ou la conception inductive des services en ligne qui promet une nouvelle législation, voir si un McGrath ou que sais-je puisse contredise la primeur de Hirkonen, donc c'est vraiment à construire. Il va falloir créer beaucoup de bonne volonté entre les commissaires. Là, c'est très clair. On va faire travailler tout ce beau monde ensemble. Pour Henna Virkkunen, est-ce que tu sais déjà, toi, Guénaël, pour avoir un petit peu travaillé sur son passé, sa méthode, mais aussi sa lettre de mission, ses questions écrites, comment elle va se saisir de ce fameux duo entre application des textes versus nouvelle législation, pardon. Il y a une tension qui existe évidemment entre les deux. Est-ce qu'on sait quelle voie elle va choisir ou privilégier? C'est ce qu'on veut savoir pendant l'audition, clairement. Sa lettre de mission planche beaucoup plus vers l'application des textes, surtout que globalement, que ce soit le Conseil, que ce soit les lobbies bruxellois, tout le monde demande une pause réglementaire, parce que on a eu quelque chose comme 5-6 règlements sur le numérique au moins ces 5 dernières années, et pas des moindres. Donc, il y a une demande d'appliquer les textes aujourd'hui, et c'est l'humeur de la DG Connect, clairement. Ceci dit, il y a des textes qui sont prévus et attendus, comme la réforme du marché des télécoms, donc le Digital Network Act, peut-être quelque chose comme je disais sur les services en ligne. Peut-être en lien avec le Digital Fairness Act, j'arrive, de Michael McGrath sur la mise à jour du droit des consommateurs en ligne. On connaît pas vraiment, on sait pas vraiment comment elle agira. L'une des questions là-dedans, c'est est-ce que Virkkunen réussira à avoir à briller assez par l'application des textes? Et surtout, est-ce qu'il sera motivé à briller par ça? C'est-à-dire que Breton était très motivé à briller par l'application, enfin, même Vestager, par l'application du DSA, du DMA, parce que ils l'ont adopté, ils voulaient avoir les premières décisions avant la fin du mandat. Bon, ils n'ont pas vraiment réussi, Breton est parti avant. Donc, c'était leur texte, c'était leur bébé, ils voulaient vraiment montrer de la force. Là, Virkkunen, elle arrive avec déjà ça sur les bras, avec des enquêtes qui sont déjà commencées. Au fond, elle a juste à y boucler. Donc, est-ce qu'elle sera aussi motivée? C'est pas aussi certain. Voilà, est-ce qu'elle réussira à mettre sa patte? On va peut-être prendre une question encore en ligne avant de clore ce live, une ou deux. Question encore dans le chat. Merci encore pour vos questions. Avec des commissaires parfois novices avec leur portefeuille, comme on vient de l'évoquer, est-ce que les DG auront une influence encore plus grande vis-à-vis des cabinets des commissaires désignés? Si c'est le cas, est-ce qu'il y aurait des changements à attendre au niveau des DG, des directeurs généraux? Soit changement, soit prolongation. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre. Peut-être Guénaël. Je peux répondre là-dessus. De mon côté, quand on prend une Virkkunen, quand on prend même McGrath ou Mikelev, mais Breton avait 3 DG, 3 des plus puissantes DG de la commission, et c'était lui qui donnait le tempo. Comme on disait, on l'a répété pendant le mandat dans le portrait avec Simon de Breton, et même après, il avait inversé la relation avec les DG, où c'était lui qui vraiment dictait dans le détail ce que les DG devaient faire. Là, je ne vois pas de profil, en tout cas de mon côté, de commissaire qui soit aussi motivé à donner là, surtout que du coup les DG se sont aguerris face aux commissaires là-dessus. Elles sont structurées aussi, quand on prend la Connect, pour être très forte dans l'application avec une politique interne très très forte. Donc oui, moi je m'attends à ce que le rapport de force soit plutôt en faveur des DG au moins au début, surtout quand on prend la DG Comp avec dans l'idée, quand on prend la Connect et la Comp, Roberto Viola et Olivier Garçon, donc les 2 directeurs généraux, sont en toute logique amenés à rester au moins 1 an pour la transition. Donc, oui, ils vont
garder la main haute sur les dossiers. Ouais. Merci beaucoup, Guénel. On va vous conseiller un article pour aller encore un peu plus loin. Un article de Contexte Tech Média signé Guénel Pépin et Léo Licteou. Nouvelle commission, le puzzle des dossiers Tech Média, pour bien vous faire une idée de qui a la main sur quoi et qui va chapeauter quoi dans le mandat qui s'ouvre. Et on va quand même reprendre une dernière question que je vais basculer à Damien Génicaud de Contexte Énergie, question de Colombe qu'elle nous a posée en tout début de live. Est-ce à votre avis une force ou une faiblesse d'avoir scindé les questions environnement / Green Deal entre plusieurs commissaires, parce que c'est un peu comme le portefeuille de Thierry Breton, c'est un peu éparpillé façon Pulse, cette histoire, Damien. On verra à l'usage, mais déjà, c'était déjà le cas avec le Green Deal lors du précédent mandat. C'était partagé entre commissaires au climat, à l'énergie, au transport, etc. Ici, on a 2 vice-présidents qui sont en lead, Teresa Ribera et Stéphane Séjourné, sur la question du Clean Industrial Act. D'un côté, ça montre que c'est une priorité de la Commission, mais d'un autre côté, c'est clair que ça peut créer des conflits, et donc certains eurodéputés s'inquiètent de voir de nombreux chevauchements entre les portefeuilles des vice-présidents et des commissaires. Donc, à voir à l'usage, c'est difficile à dire pour le moment. Merci beaucoup, Damien. Il est déjà 11h46. C'est la fin de ce live spécial consacré aux auditions des nouveaux commissaires européens. Merci Simon, merci Damien, merci Guénaël d'avoir été avec nous ce matin. Merci encore à vous pour votre fidélité et toutes vos questions. Dites-nous surtout ce que vous avez pensé de ce format. Vous allez recevoir un lien avec un questionnaire de satisfaction dans 1 minute. N'hésitez pas à le remplir. Pour aller encore plus loin, évidemment, je vous invite à vous promener sur contexte.com, des décryptages thématiques détaillés secteur par secteur. Et on se retrouve, nous, le 14 novembre à 11h pour un nouveau live consacré cette fois au décryptage de ces auditions. Les temps forts, ce qu'il ne fallait pas manquer, l'analyse de nos journalistes ici à Bruxelles, en compagnie de Sophie Dupuis, journaliste pour notre édition Pouvoir, et de Maïmwen Lamy, journaliste pour Contexte Environnement, ici à Bruxelles, pour creuser encore un peu plus ces sujets. Merci encore pour votre fidélité. À bientôt. Merci. Au revoir.